Bim 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 bum 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 bim bim bum 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 bim bim bum 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 bim bim bum bum bim bim. Jeudi 27 janvier 2022, le romancier Vincent Message présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau roman Les années sans soleil, paru aux éditions du Seuil. Bonne écoute. Sigo esperando que quiera llover. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Sigo observando. Bonsoir. Et merci d'être là ce soir. Merci à vous, Vincent, de nous faire l'amitié de revenir. C'est la deuxième fois qu'on a le plaisir de vous accueillir pour votre précédent roman qui s'appelait Cora dans la spirale. Et donc maintenant pour Les années sans soleil. Donc ce roman toulousain. Alors, ce roman toulousain d'un écrivain qui n'est pas toulousain, parce que Vincent Message n'est pas toulousain. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre, vous verrez que on va en discuter de ça, de cette façon d'appréhender une ville qui a priori n'est pas, qui est une ville étrangère. Le roman est extrêmement bien réussi aussi pour ça. Il y a des tas d'autres sujets. Donc c'est votre 4e roman, Les années sans soleil, qui nous raconte par la voix d'Elias Torres la vie d'une famille toulousaine donc pendant toute l'année 2020. Ça déborde un peu. Oui, mais oui. Donc Elias, c'est une petite quarantaine d'années. Écrivain à temps partiel, libraire à temps partiel, donc à Toulouse, dans une petite librairie que vous avez complètement inventée du côté d'Arnaud Bernard, librairie militante. Et on va suivre sa vie de famille. Il a une femme et 2 enfants, une jeune femme de 17 ans, Maud, et un plus petit Diego, je crois qu'il a 3 ans. Voilà, donc sur cette année 2020. Alors, avant de passer vraiment en détail de l'histoire, c'est pas un roman sur le Covid, parce qu'à aucun moment on entend parler de ça. C'est-à-dire vous avez complètement mis dans une zone de brouillard tout ce qui était référence à ce qu'on a traversé l'année dernière. Alors, avant de passer à parler de ça, qu'est-ce qui vous a motivé, ou quel est l'élément déclencheur de ce livre-là ? Est-ce que c'est... parce que vous êtes un écrivain qui aime apprendre le contemporain, le monde dans lequel on vit, j'ai envie de dire à bras-le-corps, et de vraiment d'être toujours dans on retrouve toujours dans vos livres ce qui fait que ce qui est notre monde. Donc d'où êtes-vous parti pour Les années sans soleil ? Bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas si mon micro marche là ? Ouais. Très bien. Merci d'être venu. Merci Nicolas de cette introduction. C'est un plaisir d'être là parce qu'effectivement le roman est toulousain et donc marcher sur les traces de mon narrateur aujourd'hui était très agréable. Le roman il est parti quand même d'une envie de parler de certains des aspects de 2020, donc de ce début, de cette première phase de la pandémie, parce que ça occupait beaucoup mes pensées. Bon, c'était difficile de penser à autre chose par moment, mais pas d'une manière uniquement négative. La situation a pu m'affecter à certains moments, mais je la trouvais aussi très intéressante en ce qu'elle changeait, disons, notre rapport au monde. Et il y a 2 choses en particulier dont j'avais envie de parler. La restriction brutale de nos mouvements et l'appauvrissement également brutal de nos rapports sociaux. Donc, assez vite, je me suis rendu compte que ce ne serait pas un livre sur la crise sanitaire, en tant que tel, mais ce serait un livre sur ce que ces 2 bouleversements-là peuvent changer dans la vie de quelqu'un. Donc en l'occurrence mon personnage d'Elias Torres et les gens qui l'entourent, c'était à la fois sa famille, ses 3 proches, sa femme et ses 2 enfants, et puis la bande un peu amicale qui l'entoure également. Et alors il y a toujours un risque à écrire sur des choses immédiatement présentes qu'on vient de traverser.
ou qu'on traverse encore. J'avoue que quand j'écrivais le livre, j'espérais qu'il paraîtrait en sortie de pandémie, et force est de constater que le réel est plus imprévisible que ça et que nous sommes encore en plein dedans. Mais c'était pour ça que j'avais besoin d'un parti pris un peu fort, et ce parti pris, esthétiquement, pour moi, ça devait être le brouillard dont vous avez parlé, c'est-à-dire des mots ont brusquement surgi dans notre quotidien qu'on avait pas du tout l'habitude d'utiliser. Crise sanitaire, confinement, couvre-feu, de nouvelles figures sont apparues, Didier Raoult, Jean Castex. Tout ça, je n'en voulais pas trop, parce que en fait, c'est neuf. Et puis, comme on en parle tout le temps dans les médias, très vite, ça devient naturel, banal, voire agaçant. Et donc, il s'agissait bien de décrire certains des effets de la situation sur nous, mais sans être dans cette espèce de ritournelle du discours courant ou du discours médiatique, mais plutôt pour restituer les effets un peu de sidération qu'on a ressentis, c'est-à-dire raconter les choses, décrire les choses, mais sans utiliser le vocabulaire qui est devenu très commun et qui s'est affadi très vite pour les nommer. Et ensuite, il a fallu quand même une autre rencontre. Et cette rencontre, ça a été la découverte de cet épisode de l'histoire du climat méconnu qui donne son titre au livre. Mon narrateur se demande à un moment donné quelles ont été les pires années de l'histoire de l'humanité. Et il trouve une réponse assez claire, assez bien étayée scientifiquement, mais que moi j'ignorais, qui est 535 et suivante, donc au VIe siècle, après Jésus-Christ, parce qu'il y a eu à ce moment-là une perturbation climatique très forte, qui a mené à un soleil voilé, à une lumière du soleil très, très diffuse, très pauvre pendant 18 mois. Et puis ça a amorcé un petit âge glaciaire qui a couru sur plus d'une centaine d'années et qui a été en fait le pire refroidissement climatique de ces 2000 dernières années. Alors une des conséquences assez immédiates de cette perturbation climatique, ça a été l'apparition autour du bassin méditerranéen de la première grande peste documentée comme telle, la peste dite de Justinien. Et donc entre le climat perturbé et l'épidémie qui bouleverse aussi l'existence des sociétés de l'époque, j'ai trouvé qu'il y avait là un épisode assez fascinant, assez méconnu, et sur lequel du coup mon narrateur mène des recherches, qui lui donnent aussi des envies d'écriture. Et je trouvais que ça m'évitait d'être justement seulement dans le contemporain. C'est un roman du présent, très, très nettement, très clairement, et vous l'avez dit comme souvent les choses que j'ai pu faire, hein, comme certains de mes romans précédents aussi, mais en même temps il y a ce dialogue avec le passé lointain qui pour moi enrichit la perspective, nous permet de prendre du recul et aussi d'avoir un effet de dépaysement, c'est-à-dire on n'est pas juste dans notre quotidien, le quotidien se mêle à un décentrement très fort, voilà, qui fait qu'on se projette aussi dans ce qu'a pu être ce VIe siècle. Même on peut aller plus loin parce que l'écho, en fait, il est que au VIe siècle, on est à un moment de refroidissement. Aujourd'hui, on est à un moment de réchauffement climatique qui peut être... Alors, pour cet épisode climatique du VIe siècle, les scientifiques s'accordent pour dire que c'est un effet volcanique. Enfin, c'est des volcans. Sur l'île de Java, probablement, je ne sais plus. En fait, ils ne sont pas sûrs, il y a plusieurs hypothèses. Mais enfin, qui a généré ces nuages de fumée, enfin de brouillard, qui ont entraîné le refroidissement. Et qui, par effet domino, entraînent la peste. Et c'est l'écho avec aujourd'hui, c'est que nous, on est sur un réchauffement qui, probablement, on peut imaginer, entraîne l'apparition de virus de la même façon ou de maladies. C'est comme ça que vous avez construit le livre, en écho. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on ne sait pas à l'heure actuelle, et on ne saura peut-être jamais, d'où est parti le coronavirus. Est-ce que ça s'échappe d'un... Est-ce que c'est la déforestation en Chine, avec la proximité d'élevage intensif de porcs, par exemple? Est-ce que c'est un accident de laboratoire? Ce sera très compliqué à déterminer, mais ce qu'on sait plus généralement sur les zoonoses, sur les maladies infectieuses qui naissent chez les animaux, qui se transmettent aux hommes, c'est que la diminution des habitats naturels, l'ampleur de la déforestation, la densité démographique, dans les villes humaines et voilà, l'empiètement sur les habitats animaux, tout ça c'est facteur, la densité aussi des élevages, tout ça c'est facteur de pandémie. Donc pour les gens qui s'intéressent à ces sujets, la situation est
n'était pas très imprévisible. La question, c'était de savoir quand est-ce qu'il y en avait une qui réussirait à se mondialiser. Et ça avait failli être le cas dans les années 2000. Hein. C'est pour ça que les Asiatiques de l'Est étaient bien plus près que nous ne l'étions. Voilà, et il y a souvent des liens, il y a des... Comment dire ? Moi, je m'intéresse beaucoup aux conditions écologiques, aux perturbations écologiques, qui donnent ensuite d'autres bouleversements. Alors parfois, en première lecture, on a l'impression que ces bouleversements sont religieux ou politiques, ou voilà. Mais en fait, souvent, une partie de leur cause, c'est multifactoriel, mais disons qu'une partie de leur cause, c'est écologique. Alors là, pour faire le lien rapidement, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, ce sur quoi le narrateur enquête, donc c'est la manière dont ces éruptions volcaniques projettent dans l'atmosphère beaucoup de cristaux de glace, en plus des fumées, de soufrées, etc. Et donc vous avez ensuite une alternance de précipitations diluviennes, quand tout ça retombe, et puis à l'inverse ensuite de sécheresse, parce que comme il fait plus froid, il y a moins d'évaporation des océans, des cours d'eau, etc. Et cette alternance de précipitations fortes et de sécheresse forte, c'est ça qui est vecteur de peste, parce que vous avez d'abord des rongeurs qui prolifèrent, et des insectes aussi qui prolifèrent, etc. Et puis ensuite, avec la sécheresse, ils sont obligés de migrer, donc ils quittent leur niche écologique. Donc ils étaient dans la Corne de l'Afrique, ils remontent vers le bassin méditerranéen. La peste, elle arrive à Alexandrie vers 539, à Constantinople en 540. Et là, vous avez des témoins qui racontent ce que c'est qu'une peste à l'époque, c'est-à-dire 10 000 morts par jour, et les gens ne savent plus à quel saint se vouer littéralement. C'est-à-dire que l'historien byzantin... que j'ai pas mal lu et que Elias cite dans le livre, qui s'appelle Procope de Césarée, raconte ça. Certains s'isolent mais meurent quand même, d'autres sont en contact des malades mais ne meurent pas, on comprend pas pourquoi, les gens se réfugient dans les églises, les gens pensent qu'on ne meurt que si on est d'abord visité par le fantôme de sa mort. On est dans une époque... Voilà, où la croyance chrétienne se mêle avec des superstitions diverses et variées, et où on ne sait pas ce que c'est évidemment qu'un microbe, qu'un virus, etc. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir comment anthropologiquement une épidémie peut être vécue à des époques très différentes selon l'arsenal aussi d'outils qu'on a pour l'appréhender. Et de ce point de vue, on est très chanceux. Dans notre malheur actuel, on est quand même très chanceux de comprendre largement ce qui nous arrive et de savoir identifier quand le virus mute et de lui donner tous ces jolis noms grecs. Oui, c'est ça. Alors, il y a quelque chose d'étonnant dans le roman, c'est que ce que vous venez de raconter, ça provient d'un livre qu'Elias arrive à se procurer américain, qui n'existe pas, parce que sans cesse dans le roman, vous juxtaposez des éléments véridiques, des personnages réels, et des fabrications, des fictions. On commence même par de la fiction. Je veux dire, au début du roman, Elias revient des États-Unis où il n'a pas été admis sur le sol parce que l'urgence sanitaire fait qu'il est obligé de revenir en France. Et quand il arrive à la librairie, il va avoir il va rencontrer une autrice que vous avez fabriquée. Alors ça, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, sur toute cette galerie de portraits où tour à tour sont des personnages réels. Alors on va trouver une très beau portrait de Bernard Stiegler, et à côté de ça, Igor Mumsen, qui est un poète que vous fabriquez complètement. Oui, assez vite, ça fait partie pour moi du projet du livre. Je voulais qu'il fonctionne sur plusieurs régimes, donc qui ait des aspects très réalistes, d'où un ancrage géographique précis. L'espace urbain de Toulouse est présent, avec des noms de rues, on sait où certaines choses se passent, vraiment à 100 mètres près. Des figures réelles de temps en temps. Effectivement, Bernard Stiegler est peut-être la plus importante de celles qui sont mentionnées. Et puis, mais il y a aussi des figures de l'histoire littéraire, plutôt. Par exemple, Antonin Artaud joue un rôle dans le roman. Et puis, à côté ces figures plus fictives. Alors, bon, d'abord, il y a un effet bénéfique immédiat, c'est que quand vous mettez
un personnage fictif en contact avec un personnage réel, ça donne plus de réalité au personnage fictif. Et à l'inverse, ça transforme un peu le personnage réel en un personnage de roman également, quoi. Donc, je trouve que c'est un effet. Moi, j'aime bien ces effets de vase communicant. Je trouve que le bénéfice est mutuel. Voilà, ça permet d'appréhender autrement la réalité telle qu'on la connaît, et puis de l'enrichir à l'inverse de création. Voilà, ça me permettait aussi, pour donner un peu les figures qui entourent donc ce narrateur d'Elias Torres, qui a la quarantaine, il a deux espèces de figures de mentors un peu plus âgés. Donc un libraire qui est plutôt proche de la retraite, un peu plus de 65 ans, qui s'appelle Tanguy Jolas, et donc qui lui a été une figure un peu d'activiste, d'abord d'extrême gauche, sans qu'on sache d'ailleurs très bien à quel point il s'est impliqué, mais bon, en tout cas, il était dans cet esprit-là dans les années 70. Et puis ensuite, il décide plutôt de faire cette petite librairie militante que j'invente, qui s'appelle Nisi in Angulo, c'est-à-dire, ça vient d'un proverbe latin qui dit qu'on est nulle part mieux, on ne trouve nulle part le repos mieux que dans un coin avec un livre. Nisi in Angulo cum libro, et moi, c'est une citation assez connue, qu'on lit chez des auteurs que j'apprécie, comme Umberto Eco ou Pascal Quignard, mais qui vient d'un moine rhénan du XVe siècle, Thomas von Kempen. Et donc il nomme sa librairie comme ça, et puis il embauche Elias au tournant des années 2000, donc ça fait quand même déjà une vingtaine d'années qu'ils se fréquentent. Et puis de l'autre, il y a un poète qui appartient encore à une autre génération, qui a 90 ans, qui s'appelle Igor Moumson, qui a vécu l'essentiel de sa vie dans les Corbières, mais qui, pour raison de santé, a été obligé de se rapatrier plus dans une métropole vers 2005. Et donc lui, voilà, ils sont voisins avec Elias, donc ils se rendent assez souvent visite. Il impressionne Elias par son érudition. C'est quelqu'un qui traduit du grec, mais qui traduit aussi du japonais, et qui a un rapport beaucoup plus distancié au monde politique, à l'actualité, que Tanguy Jolas, le libraire, mais aussi que Elias lui-même. Et en fait, Elias, il est un peu entre les deux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est tiraillé entre la volonté d'agir sur le monde qui l'entoure, et puis au contraire la tentation de temps en temps de couper le flux, de ne plus trop se tenir au courant de ce qui se passe autour de lui, et d'être plutôt dans les amitiés, voilà, dans le soin et le souci de ses proches, ou dans tout simplement les expériences esthétiques, dans la fiction, dans le savoir, etc. Donc son cœur balance un peu, sa vie est faite de cette oscillation-là. Voilà, et il me semblait que c'était peut-être aussi une manière de comment dire, prendre appui sur des figures réelles, mais ensuite peupler aussi le livre de figures fictives était aussi une manière de rendre compte de ça. Alors ça, vous le mêlez en plus, parce que il y a quelque chose, c'est très frustrant pour le lecteur libraire en l'occurrence, c'est que par exemple Igor publie des livres chez Fata Morgana avec vous donnez un titre publié chez Fata Morgana. Alors moi je regarde dans le catalogue de Fata Morgana, c'est pour essayer de trouver quelle est la correspondance avec Igor. Et Igor, vous l'avez construit complètement, il est construit de toutes pièces, il est pas, parce que quand il traduit Bachot, pareil, moi je vais regarder les journaux de voyage de Bachot, c'est René Siffert qui les a traduits, c'est pas donc et en même temps, bon voilà, donc c'est une construction qui est Alors j'écris essentiellement pour titiller et enquiquiner les libraires. Non, oui, effectivement, par exemple, je crois pas avoir inventé vraiment de maison d'édition pour Igor, quoi. Il publie dans des maisons d'édition qui existent vraiment pour l'essentiel. En fait, c'est la première fois que je crée des figures d'écrivains imaginaires. Je pense que j'ai voulu attendre dans mes premiers livres parce que j'ai pu avoir le sentiment, quand j'étais plus jeune, qu'il fallait pas trop que la littérature parle d'elle-même, quoi, que sinon on se regardait un peu trop le nombril, que ça pouvait tourner un peu en rond. Mais après 3 livres où je parlais de choses qui étaient pas littéraire, voire anti-littéraire, comme dans mon roman précédent, Le monde de l'entreprise de service, une compagnie d'assurance, la crise économique. Mais j'ai eu envie, dans un roman plus court, plus resserré, de revenir un peu à ce qui, moi, fait aussi mon activité quotidienne et mes préoccupations, c'est-à-dire l'amour des livres et du savoir, l'amour de la littérature, et aussi une espèce d'amitié, enfin, la sociabilité qui est liée à ça. Donc j'ai du coup créé, alors j'entre plus ou moins dans le détail, Moumson est la figure
Elias Torres, donc le narrateur, et puis Igor Moumson, ce poète, sont les figures les plus détaillées. Mais il y a d'autres écrivains qui sont mentionnés comme ça plus rapidement et que j'invente. Et c'est assez jubilatoire, en fait, de créer des écrivains qui n'existent pas, parce que ça ouvre tout un jeu de possibles. Quand on se demande comment ils ont évolué d'une œuvre à l'autre, comment donner envie de lire leur livre en quelques lignes, j'avais assez peu de place pour en parler. Donc il y a un recueil de poèmes de Moumson qui est consacré aux colères du fleuve, de la Garonne. En arrivant à Toulouse, il s'intéresse beaucoup à la Garonne. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai envie de lire ce recueil. Le problème, c'est qu'il n'est pas écrit, mais je l'ai imaginé de telle sorte que j'en deviendrai aussi volontiers un lecteur. Voilà, Elias Torres a écrit 4-5 romans, c'est pareil, je sais de quoi il parle, quoi. Alors je le mentionne parfois très brièvement, parce que c'est pas forcément le sujet, mais par exemple, il est une victime légère de l'explosion d'AZF en 2001, et donc ça fournit, septembre 2001, c'est le cadre de son premier livre, parce que c'est quand même un mois qui a marqué et Toulouse et le monde à travers la chute des Twin Towers. Donc voilà, je les regarde un peu évoluer comme ça dans un univers où références fictives et références réelles se mêlent. Moumson, il a quand même des figures d'accroche. Par exemple, la mort de Philippe Jacotet en février 2021, si je ne m'abuse, est quelque chose qui m'a pas mal fait gamberger. Bon, moi, je lisais la poésie de Jacotet, mais je le lisais aussi comme traducteur, puisqu'il a notamment traduit Homère ou Musil. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur L'homme sans qualité de Musil. Et donc, je lui devais beaucoup, en fait, puisque sa traduction m'a beaucoup aidé et beaucoup enrichi. Et Jacotet était quelqu'un qui a vécu l'essentiel de sa vie à Grignan, donc dans la Drôme. Et que de loin, sans l'avoir jamais rencontré, je fantasmais comme une sorte de figure capable d'une attention très concentrée qu'à l'ère des smartphones nous avons un peu perdue. C'est-à-dire, et c'est du pur fantasme parce que je n'en sais rien en fait, mais je me dis que peut-être cet homme-là était capable de lire 3 heures d'affilée sans lever les yeux de son livre, ou de n'avoir que des pensées dégagées des mesquineries du monde pendant quelques heures ou quelques jours. En tout cas, c'est vers ce pôle-là que je le situe. Donc Moumson est un peu inspiré de lui, mais c'est jamais bien de s'inspirer seulement d'une personne. Je pense qu'il faut vraiment mêler les choses. Donc c'est pas un personnage à clé non plus. Il est à certains égards très différent de Jacotet. Voilà, mais disons, s'il y a 2 points communs, c'est une vie essentiellement rurale, parce que les villes représentent trop de pression ou stressent trop, et puis une poésie où les problèmes politiques et sociaux sont largement absents, largement mis sous silence, mais d'une manière active. C'est-à-dire, c'est pas forcément la tour d'ivoire, ça peut être une façon de dire, on en parle déjà beaucoup dans les journaux, dans les médias et tout, parlons d'autre chose. Consacrons notre attention à autre chose. Et ça, c'est aussi une forme d'action, en fait, d'affirmer ça. Alors, Elias, il y a quelque chose à l'œuvre dans le roman sur le travail sur les générations et sur la transmission des choses, parce que effectivement les 2 mentors d'Elias, c'est d'un côté le poète hors du monde et de l'autre côté le libraire Jolas, qui lui est militant complètement dans le monde, dans la filiation de Stigler, et c'est aussi quelque chose qui va être à l'œuvre dans le roman pour Elias, c'est-à-dire son propre rapport et c'est le rapport avec sa fille, qui est une jeune fille de 17 ans, qui va se découvrir des désirs de militantisme très forts au moment du confinement. Donc il y a ce jeu de bascule comme ça aussi. Et Elias, c'est un personnage qui va changer énormément entre les premières et les dernières pages, parce que j'ai l'impression qu'il subit ça aussi. Il comprend ce qui est à l'œuvre dans la transmission des aînés, et ce qu'il doit donner aussi à la génération d'après lui. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un roman de génération, au pluriel. C'est-à-dire que dans le livre, il y a des gens de 3 ans et il y a des gens de 90 ans. Alors, c'est un peu comme ça dans la vie. C'était un peu dans mon champ de préoccupation, parce que moi j'ai des enfants très, très jeunes. Et puis j'ai aussi un grand-père qui est vraiment en fin de vie,
dans un EHPAD. Et donc il y avait aussi un peu une manière chez Mommsen, il y a un peu aussi de mon grand-père, c'était aussi un peu une façon de lui rendre un peu hommage. Et on a bien vu que l'épidémie nous a remis au centre du débat politique, public, ou en tout cas au centre de nos préoccupations, la question des écarts et des différences générationnelles. On a en permanence eu à lire des graphiques qui montrent que quand on a entre 60 et 70, il n'y a pas le même taux d'incidence ou les mêmes conséquences que quand on a entre 40 et 50 et tout. Et donc brusquement, ces déciles-là, cette notion de génération a été très, très marquée, mais pas seulement évidemment en termes de maladie, mais aussi en termes d'effets. C'est quoi d'apprendre à parler avec des gens masqués, c'est quoi de finir son lycée, qui est la grande époque quand même des sociabilités fusionnelles, des amitiés très, très intenses et orageuses, parfois des nuits de fête qui se tournent à la nuit blanche, etc. Et quand on a 17 ans en 2020, c'était qu'est-ce qui se transmet d'une génération à une autre? Et c'était une question importante pour moi. Aussi, quelle est la forme d'expression de chaque génération? Mommsen, c'est un homme du livre, qui est capable de consacrer beaucoup de temps et d'attention à des choses qui circulent très discrètement. C'est de la poésie, ça se vend très peu, etc. Et puis, à l'autre extrémité, on a cette jeune lycéenne, Maud, qui, elle, est quelqu'un qui lit d'ailleurs, mais qui est aussi sur les réseaux. Et donc, qui est parfois habitué à se documenter plus par YouTube que par la télé, plus par Instagram que par ce qu'on lui donne à lire en cours, avec aussi cette forme de plaisir spécifique à l'instantanéité qui fait que vous écrivez un texte un peu dénonçant une situation ou pointant un problème, parfois il est partagé ou la vidéo est vue par 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Mais ça n'est pas la même intensité peut-être que ce que produira sur d'autres personnes un livre qui a été écrit lentement et qui est lu lentement. Et voilà, je trouvais ça très intéressant que chaque génération ait ses formes d'expression. Maud, c'est un personnage important du livre. J'ai rencontré un peu des jeunes activistes du climat aussi pour nourrir ce personnage. J'ai été assez épaté, je dois dire, par le degré de volontarisme, de rigueur dans l'apprentissage, de lucidité politique de certains des jeunes, soit que je suis sur les réseaux, soit que j'ai rencontrés à cette occasion. Il y a vraiment aujourd'hui en France des gens qui ont 22 ans et qui en savent plus sur le climat que la plupart de nos députés ou de nos sénateurs. C'est pas très étonnant. Non, mais c'est quand même impressionnant. Des gens de 22 ans qui sont capables de dialoguer avec des climatologues parce qu'ils sont très renseignés. Et ces mêmes climatologues disent, mais moi, quand je rencontre un homme politique ou une femme politique, je lui pose 4 ou 5 questions pour voir un peu quel est son degré de connaissance du sujet. Et généralement, c'est Valérie Masson-Delmotte, notamment la vice-présidente du GIEC, qui dit ça. Selon ses réponses à ces 5 ou 6 questions, je sais si je parle à quelqu'un qui est au courant vraiment du problème ou qui est complètement à côté de la plaque. Et la majorité des élus qu'elle rencontre sont à côté de la plaque. Donc, voilà, ça m'a intéressé aussi parce qu'il y a... En fait, extérieurement, cette lycéenne, on peut avoir l'impression qu'elle est vautrée sur son lit en train de les yeux rivés sur son smartphone. Et puis quand on regarde ce qu'elle fait, quand son père regarde ce qu'elle fait, il se rend compte que, évidemment, sans doute elle glandouille, mais aussi une partie de son temps est consacrée à apprendre des choses que tout le monde devrait savoir en fait, vu la situation, vu la gravité de la crise écologique aujourd'hui, et que la plupart des gens ne savent pas du tout ou dont ils ne se préoccupent pas. Et ce mélange-là dans ce personnage qui a une part d'appétit de savoir notamment, mais aussi une part d'anxiété forte et de colère. J'ai trouvé ça intéressant. Et elle, vous la faites se confronter à... Parce que c'est ça aussi un des éléments centraux du livre, et pas que dans la vie d'Elias, mais à différents degrés, cette confrontation à des formes de violence qui viennent complètement le désocler. Alors il y a cette scène qui est une des scènes les plus fortes du livre, qui est extrêmement réussie, qui est une fabrication aussi, parce qu'elle n'a pas eu lieu. On est pendant l'été 2020.
un jour de très grosse chaleur à Toulouse, comme on les connaît, les jeunes sur le bord de la Dorade vont finir la soirée en improvisant une grosse fête. Les mecs arrivent avec du son et ça part. Et la fête va être mal négociée par les autorités et ça va se finir en catastrophe. D'où est-ce que vous êtes allé chercher cette scène-là? C'est Nantes, hein? Ouais, il y a Nantes, effectivement, qui a joué un rôle. Et puis, d'ailleurs, c'est un des éléments de pourquoi Toulouse. C'est parce que Toulouse, justement, n'est pas Nantes. Et que, comme sur cet épisode qui est important dans le livre, effectivement, qui est assez structurant, qui m'est venu très tôt, eh ben, ça me donnait certains... Je voulais quelque chose qui s'approche du solstice d'été. Alors c'est vrai que l'affaire Canisot, donc la disparition par noyade d'un jeune homme lors de la fête de la musique 2019, si je ne m'abuse, ou 2020 peut-être. Non, c'était avant. 2019, ouais. Ah non, c'est plus récent que 2017. Mais je dirais 2019, ouais. Oui, c'est ça. Bon, c'était la fête de la musique. Bon, là, j'ai pas voulu que ce soit la fête de la musique. Mais moi j'ai une obsession, on a des thèmes comme ça, des leitmotivs, et les solstices dans mes livres, que ce soit celui d'hiver ou d'été, sont toujours des moments importants. J'ai une sorte de calendrier païen bien vissé dans le corps. Donc mon premier roman se finissait à l'inverse à l'équinoxe de printemps par exemple. Le jour où c'est un roman beaucoup sur le sommeil, et comme l'équinoxe c'est la nuit et le jour qui s'équilibrent exactement, ça donnait la scène finale de mon premier livre, Les Veilleurs. Et dans Cora, dans Cora, on ne dira pas ce qui... Mais on est proche, il y a une scène décisive qui est proche, qui est début juin, quoi. Alors c'est pas tout à fait le solstice, mais bon, c'est cette période-là de l'année, ces périodes-là, les solstices et les équinoxes m'intéressent beaucoup. Mais évidemment, les solstices sont plus spectaculaires que les équinoxes, on les remarque plus, quoi. Donc voilà, j'avais envie qu'il y ait une scène comme ça où il fasse très chaud, mais où on soit quand même au bord d'un cours d'eau, d'un canal, d'un fleuve que au début je ne savais pas où. Mais donc il me fallait un paysage urbain dans lequel un cours d'eau ou un fleuve joue un rôle structurant, décisif, etc. Bon, et il se trouve que j'aime beaucoup Toulouse et j'aime beaucoup la Garonne, donc ça m'a... Assez vite j'ai été convaincu, mais c'est vrai que comme il y avait une inspiration de l'affaire Canisot à Nantes, je trouvais ça bien aussi de trouver une ville qui ait une tradition un peu d'être remuante, où l'extrême gauche ait aussi son rôle, qui soit une ville étudiante, où il y a une jeunesse active, mais qui soit quand même un peu diamétralement opposée dans l'imaginaire par rapport à Nantes, quoi. On n'est pas dans les mêmes ambiances du tout, c'est pas les mêmes architectures, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes couleurs, etc. Alors, un an après Canisot, il y a eu un Technival à Redon, donc près de Nantes également, où la police est intervenue et a fait des choses que je raconte du coup en me les réappropriant, c'est-à-dire interruption de la musique, mais à coups de matraque sur les plaques, comment on appelle ça, sur les platines, couper les câbles des baffles, etc., etc. Alors que c'était un événement en mémoire de Canisot. Donc, on était à ce degré de tension entre police et population qui faisait que, alors qu'il y avait une commémoration de ce qui est quand même assez reconnu comme une grosse bavure policière, eh bien la police, certains policiers en tout cas, se permettaient un comportement qui ne fait que renforcer l'accusation, quoi, qui est dégradation volontaire de matériel au lieu de saisie légale de matériel, quoi. Alors le Technival avait pas été déclaré, hein. Mais l'idée que quand on représente l'usage légal de la force, on puisse, pour répliquer à des agissements illégaux soi-même assez vite, alors qu'il n'y a pas de pression particulière, en l'occurrence commettre des agissements illégaux, je ne crois pas que ce soit dans l'esprit de la Constitution. Donc, bon voilà, ça m'a intéressé. Et alors le nouage est le suivant, c'est-à-dire que on a une situation de crise, sanitaire d'une part, on a aussi une situation de crise écologique qui donne envie à cette jeune femme d'agir. Et on est à un moment donné où l'action collective n'a jamais été aussi entravée, puisque le rassemblement sur la voie publique, qui est quand même une des modalités évidentes de l'action politique,
et interdits, ou en tout cas soumis à des contraintes qui sont un peu inédites, quoi. Et à des pressions qui n'ont pas toujours été. C'est-à-dire que moi, quand je manifestais dans les années 2000, j'aurais pu, ou même jusqu'en 2012, je pensais qu'on pouvait manifester avec des enfants, quoi. Avec des enfants juchés sur les épaules. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens iraient à des grosses manifestations avec des enfants de 2-3 ans juchés sur les épaules. Le climat a tourné, quoi, depuis, disons, la loi travail, depuis 2016, ou les attentats, 2015. Donc, voilà, cette chose-là m'intéresse parce qu'elle vient... ça crée des injonctions contradictoires pour des gens qui aujourd'hui veulent agir, comme c'est le cas de cette jeune femme. Il y a un côté « bougez-vous, il est temps de réagir », et puis il y a un côté « ben non, vous n'avez pas le droit à des formes de mobilisation qui ont été celles des générations précédentes, même pacifiques, même etc., parce que la situation sanitaire ne le permet pas, ou parce que le degré de tension entre forces de l'ordre et manifestants est tel que ça va mal tourner. Donc, mais c'est pour ça que j'ai voulu quand même que ce soit non pas une manif, mais une fête. Ça se passe lors d'une fête, d'abord une fête un peu échauffée, et qui effectivement tourne mal. Voilà, donc cette scène, elle est centrale dans le livre, et je l'avais très tôt en tête. Parce que quand même, ce qui est au cœur du livre, il me semble, c'est ce travail que vous faites sur cette question du vivre ensemble. Qui agit de tous les côtés. J'avais noté une phrase où Lias dit le problème n'était pas uniquement cette contraction de l'espace, c'était le resserrement des relations sociales. Et puis de l'autre côté, plus vers la fin du livre, je n'arrive pas à retrouver où est-ce que je l'ai noté, mais vous allez en souvenir, et même nous la dire en allemand, c'est cette citation de Hölderlin, mais où est-ce que c'est ? Vous vous en souvenez, hein ? Oui. C'est une vraie citation ou c'est une invention ? Les citations de Hölderlin sont justes. Donc je vais vous le trouver. Les humains ont beaucoup appris depuis le matin de l'existence parce qu'ils sont une conversation et qu'ils s'écoutent les uns les autres. Tout à fait. Seid ein Gespräch, wir sind und hören voneinander. C'est très synthétique chez Hölderlin en allemand. Car nous sommes une conversation et nous nous écoutons les uns les autres. Oui, bah ça c'est en une phrase, être une conversation et s'écouter les uns les autres, à la fois ce qui m'a paru nous manquer dans la période. C'était devenu compliqué de se voir et on ne s'écoute pas de la même manière selon qu'on se voit vraiment ou selon qu'on communique par téléphone, par mail, par visioconférence, etc. Et puis d'autre part, on est dans une société très clivée, très polarisée, où les gens se caricaturent beaucoup les uns les autres et où aller écouter le point de vue de celui qui a priori est peut-être pas d'accord avec nous, voire est notre adversaire idéologique, et pas le réflexe le plus commun aujourd'hui. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du pluralisme en philosophie politique, mais aussi en littérature. Donc comment justement le roman peut être un espace qui confronte plusieurs points de vue, ou précisément des groupes qui portent des valeurs différentes se confrontent. Alors c'est pas forcément les groupes qui s'écoutent les uns les autres, mais c'est le romancier ou la romancière qui en mettant en scène cette confrontation, permet de faire entendre un peu tous les points de vue. Et alors là, c'est pas l'esthétique de ce livre, au sens où quand je montre j'ai un narrateur, donc quand je raconte des confrontations un peu violentes à l'autorité, aux forces de l'ordre ou à une douane, je bascule pas dans la tête des douaniers, etc. Mais c'était le cas, par exemple, de mon livre précédent, Cora dans la spirale, où dans une entreprise, je cherchais vraiment à me mettre dans la tête du PDG, comme de la secrétaire, comme du manager intermédiaire, etc. Et à voir un peu quel était le point de vue de chacun sur une situation de crise, de restructuration, etc. Donc c'est quelque chose à quoi je suis assez attaché, et effectivement il y a un moment un peu ironique dans le livre parce que comme Elias se retrouve un peu bloqué par un cordon de policiers, il se rend compte en essayant de passer que non, nous ne sommes pas une conversation et nous ne nous écoutons pas les uns les autres. Disons que ça dépend des contextes, quoi. Après, l'autre chose, c'est que brusquement notre vie a été envahie de beaucoup plus de normes et de règlements encore qu'elle ne l'était précédemment. Et donc le livre est rythmé dès son ouverture par des confrontations à l'autorité devant laquelle nous sommes un peu tremblants et peut-être coupables. Ça commence à la douane aux États-Unis dont Elias s'est refoulé.
et il est refoulé pour des raisons qui ne sont pas très compréhensibles pour lui immédiatement. Et voilà, ce que je voulais essayer de restituer, c'est quand les règles varient aussi souvent qu'elles ont varié depuis 2 ans, que certaines règles paraissent un peu absurdes ou un peu fragiles dans leur justification, qu'on est par ailleurs un peuple plutôt tenté par la transgression tant qu'elle n'est pas... voilà, tant qu'on se dit dans sa tête qu'elle n'est pas grave. C'est-à-dire il y a des populations plus strictes sur le civisme que les Français, par exemple les Japonais ou les Allemands. Eh bien, tout ça fait que on se trouve parfois face à des représentants d'une autorité quelconque, administrative, force de l'ordre, etc., etc., un peu comme un gamin pris en faute, ou voilà. Et ce sentiment qui est assez désagréable, il m'intéressait. Elias n'est pas quelqu'un qui remet en cause d'ailleurs violemment l'ordre public. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui dit nos gouvernants sont absurdes d'imposer, je sais pas quoi, les gestes barrières ou le port du masque ou quoi que ce soit. Il n'est pas du tout dans cette réflexion-là. Mais il n'empêche que quand il se balade sur un quai de la Garonne désert et qu'il est à un peu plus d'1 kilomètre de chez lui, il ne voit pas très bien en quoi il est en train de commettre quelque chose de dangereux ou d'incivique. Et voilà. Et donc on a tous été confrontés, je crois, par moments à ce genre de questions. Et le simple fait que ça devienne une charge mentale, c'est-à-dire qu'on gamberge là-dessus, en se disant qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Il y a des choses que j'ai pas le droit de faire alors qu'elles sont pas dangereuses. Il y a des choses que j'ai le droit de faire alors qu'elles sont dangereuses. Je porte mon masque dans une rue déserte, j'arrive dans un café bondé et j'enlève mon masque pour parler aux gens. Bon, voilà. Et je trouvais que c'était intéressant sur la manière dont ça fait varier notre rapport à la norme. Parce qu'Elias, quand même, il plie très vite devant l'autorité, quelle qu'elle soit. Alors, évidemment, aux États-Unis, à la douane, c'est une chose, mais devant les policiers sur les quais, quand il a outrepassé le kilomètre, il prend son amende et il rentre chez lui. Il y a moyen de faire autrement ? Non, mais il aurait pu s'insurger beaucoup. Non, il n'y a pas moyen de faire autrement, mais il aurait pu s'insurger beaucoup plus. Il y a un moment, alors à la fin, il se retrouve à un moment, il veut sortir de chez lui, il ne peut pas parce qu'il y a, pour le coup, il y a deux personnes qui vont l'empêcher de sortir, d'aller manifester. Il n'insiste pas non plus, il retourne. Je trouve qu'il ploie très vite quand même. Enfin, il est beaucoup moins révolté que sa fille Maud. Bien sûr, bien sûr. Oui, en fait, je montre... mon narrateur est quelqu'un qui est plein de doutes, qui a parfois du désarroi, qui n'est pas toujours très en forme moralement, et qui du coup n'est pas forcément très affirmé dans ses choix. Il est dans un moment d'un peu de flottement dans sa vie. Et ça aussi, ça m'intéressait. Alors, ça peut en faire un personnage un peu... là, vous en donnez une image un peu velléitaire ou un peu molle. Un peu le Frédéric Moreau de l'éducation sentimentale, ou qui, quand on est ado et qu'on lit ce livre, on a envie de donner des coups de pied pour qu'il se bouge. Mais en fait, je crois qu'il est juste ordinaire, c'est-à-dire il a un certain sens il a certaines valeurs, il a un certain sens de ce qui se doit à lui-même, etc., ou aux autres. Mais il n'est pas non plus prêt à des extrémités tant qu'il n'est pas poussé dans ses retranchements, quoi. Alors il a à un moment donné dans le livre, on ne va pas tout dévoiler, mais il est capable aussi quand même d'actes un peu plus radicaux ou un peu fous, voire un peu fous. Mais disons que la situation, en fait, lui, il est entre 2 projets d'écriture. Il est plus dans son métier normal puisque la librairie, pendant le premier confinement, ferme, et puis quand elle rouvre, c'est relativement brièvement. Et donc il est un peu en perte de repère, et la situation le met dans ce flottement plus généralement. Je crois que décrire ce flottement était aussi une de mes visées. Ça m'intéressait en tant que tel, quoi. Où on est quand on est un peu entre deux, plus trop nulle part, quoi. En fait, je pense, je pense qu'il y a un vrai bouleversement dans la vie d'Elias entre la première et la dernière page. Et je pense que ce qui est à l'œuvre, c'est au début, il est romancier, et à la fin, il veut devenir poète. Et que du coup, dans son travail d'écriture, ce sera plus du tout la même chose. Et parce que tout au long du roman, il a ce livre qu'il veut écrire et qu'il va peut-être écrire, mais en tout cas, il n'écrira pas
il y a une vraie transformation, un vrai appel. Mais c'est compliqué pour ceux qui ont. Mais je pense que la scène avec l'oiseau, avec Hölderlin l'oiseau, est un point de bascule qui finit de l'achever vers l'élan poétique. Oui, c'est possible. En fait, donc c'est un romancier, effectivement. Il a écrit quatre romans. Mais c'est la première fois que j'entends ça, mais ça m'intéresse beaucoup comme interprétation. C'est aussi le propre des rencontres que de déplacer la vision qu'on a de son propre livre. Hein. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime en faire. Écouter des lectrices, lecteurs, et puis se dire, bah oui, en fait, j'y pensais pas comme ça, mais c'est peut-être vrai. Dans le livre, les écrivains cités sont beaucoup des poètes, effectivement. Donc il y a Artaud, il y a Pasolini. Parce que Mommsen a croisé le chemin d'Artaud. Pasolini a joué un rôle, a été un correspondant épistolaire du libraire Jolas. Plus loin, le poète Bachot, qui est un des grands maîtres du haïku. Et puis Hölderlin, effectivement. Donc poète allemand qui, comme alors souvent il y a une sorte de répétition de la question de la réclusion. Donc les poètes cités sont souvent des poètes qui ont été amenés à la réclusion volontaire ou involontaire. Donc Artaud, l'internement à Rodez. Enfin, pas que à Rodez, mais Rodez, Ivry, etc. Ces internements. Hölderlin, pour ceux qui n'en sont pas familiers, il finit les 30 dernières années de sa vie dans une tour à Tübingen, dont il sort quasiment pas. Voilà, il est considéré comme fou à l'époque. Est-ce que diraient les psychiatres aujourd'hui? C'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il signe avec des pseudonymes, sa poésie change pas mal. Et puis, et surtout, il a une vie extrêmement sédentaire. Il vit vraiment très, très, très reclus. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette fascination-là. D'ailleurs, en allemand, il y a une citation de Hölderlin qui est importante dans le texte, qui est « Pourquoi des poètes en temps de besoin, de détresse ?» Wozu Dichter in dürftiger Zeit. Et Dichter en allemand, c'est l'écrivain et le poète à la fois. Et je pense que j'avais ça en tête, c'est-à-dire que la figure de l'écrivain qui m'intéresse, c'est celle qui est les deux, quoi, qui peut être prosateur, mais qui est d'abord dans un usage poétique de la langue. Et c'est aussi mon cas, au fond, c'est-à-dire que je suis très profondément romancier, parce que j'adore le genre romanesque. C'est très rare que j'écrive des poèmes comme poèmes, mais en revanche, quand j'écris du roman, le fait qu'il y ait des moments d'intensité poétique dans les romans, ça m'importe. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et ça commence dès le titre. Les années sans soleil, j'ai eu le titre assez tôt, et je trouvais que c'était une belle image, et du coup, j'ai presque eu envie d'écrire le livre qui correspondait aux images que ça suscitait chez moi. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est si un petit peu avec le fait que vous ayez choisi que ce soit Toulouse, c'est la gestion topographique du livre. Alors il y a Toulouse, mais il y a aussi des lieux, et on va revenir, j'avais noté ça, mais encore plus, il y a un autre lieu de réclusion qui va être très important pour Elias, c'est sa cave. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est... il a dans ce moment comme ça de rétrécissement des lieux, de rétrécissement aussi des rapports sociaux, lui il fait ce geste poétique d'aller en partie investir sa cave pour être aussi en dehors du monde. Oui, alors il y a la cave, ça m'est venu assez vite aussi comme idée. C'est un peu une provocation au début. C'est comme s'il poussait à bout la logique dans laquelle on nous pousse, c'est-à-dire le monde se resserre, et ce mouvement de resserrement, qui d'ailleurs, je ne suis pas complètement fidèle à la chronologie de la pandémie dans le resserrement, hein, j'ai quand même pris des libertés avec la réalité, mais bon, on ne peut plus quitter son pays, sa ville, son quartier, son appartement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'encore plus petit? Je me suis dit, sa cave. Alors, c'est un peu parce que quand on est confiné, qu'on n'a pas grand-chose à faire, on se dit, peut-être que ce serait le moment d'enfin ranger ma cave. Donc, lui se dit un peu ça. Et il descend dans sa cave et il constate que c'est un bordel pas possible et tout. Il se trouve qu'il a commandé des jerrycans en se disant qu'il y aurait peut-être des problèmes d'approvisionnement en eau. Et là, je confesse que c'est complètement autobiographique. C'est-à-dire que j'ai fait ça moi aussi. J'ai claqué, je crois, 200 € en jerrycan d'eau. Parce qu'au moment où
au moment où les mesures gouvernementales sont annoncées, j'étais dans tout un tas de lectures sur la complexité des systèmes économiques, les maillons faibles, l'effondrement, etc., qui faisait que c'était pas une décision qui me paraissait si absurde. Réfléchissez si on avait tout de suite eu droit à Delta ou à Omicron, donc à quelque chose où une personne en infecte non pas 2-3 autres, mais 6-10 autres. Eh ben, il est quand même pas impossible, sans vaccin, sans rien, hein, sans masque, que un certain nombre de services de base de la vie publique aient été plus affectés qu'ils ne l'ont été. Donc des gens qui travaillaient, y compris dans des centrales électriques ou dans des services de distribution d'eau, étaient si nombreux à être malades que même la machinisation assez avancée, je pense, de ces services n'aurait pas suffi à compenser les nombreuses absences, les nombreuses défaillances humaines. Alors, quoi qu'il en soit, moi j'ai eu ce réflexe. Je me suis dit, tiens, c'est pas forcément idiot d'avoir de quoi stocker de l'eau quand on vit dans un appart. Résultat des courses, quand les jerrycans sont arrivés et que l'eau continue à couler du robinet, eh ben, ils m'étaient pas très utiles, donc je les ai descendus à la cave, où il n'y avait pas de place. Et donc il y a un côté un peu grotesque dans cette anecdote, et en même temps... j'y crois quand même. C'est pas pour cette fois, mais ce sera peut-être pour la suivante, quoi. Et donc Elias le dit. Il dit qu'en faisant ça, il n'a pas l'impression non plus de se construire un bunker pour une guerre, quoi. Il a juste l'impression de faire un truc relativement raisonnable, qui est d'avoir de l'eau si jamais il y a un problème. Voilà. De l'eau pour pouvoir venir une semaine, quoi. Une semaine ou deux. Et alors ensuite, il retourne la contrainte il la sublime, c'est-à-dire que la cave de lieu de stockage bordélique devient un lieu en fait de repli où ça lui permet de plus être dans la ligne de mire de ses proches, d'être un petit peu tout seul. Les gens qui s'intéressent à la famille et à la conjugalité savent qu'il y a des pièces de repli. Pour les hommes, c'est souvent les toilettes. Pour les femmes, c'est souvent la cuisine. Et il y a des pièces de repli. On a besoin de fermer la porte. Mais ça peut être 10 minutes ou 5 minutes. Mais voilà. Donc lui, c'est la cave. La pièce de repli pour ne plus être tout le temps collé aux autres. Quel que soit le degré d'amour qu'on leur porte, on n'est pas là pour les fréquenter 24 heures sur 24. Et il se dit que ça peut aussi être un lieu pour écrire quand il fait très chaud dans son appart etc. Donc j'ai trouvé que c'était une pièce intéressante à investir dans une période comme celle-là où on se coupe du monde et en même temps c'est la pièce de repli dans les grandes crises, hein. Quand il y a eu des guerres et des bombardements, souvent les gens descendent à la cave, hein. Et puis c'est aussi le sous-sol, et donc à travers le sous-sol, c'est le temps, la profondeur du temps. La question archéologique est importante dans le livre, parce que Toulouse est aussi évoquée comme capitale wisigothe, par exemple. Donc l'idée que sous l'Antiquité est sous nos pieds, que plus on creuse, plus on va vers l'ancien, vers l'archaïque, etc. C'est une idée qui revient assez régulièrement dans le roman et que la cave métaphorise très bien. Merci d'être venu. Bim 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 bum 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 bim bim bum 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 bim bim bum 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 bim bim bum bum bim bim. Il s'agissait d'une rencontre avec Vincent Message, l'auteur du roman Les années sans soleil, aux éditions du Seuil, enregistré à la librairie Ombre Blanche, jeudi 27 janvier 2022. Vincent Message a aussi fait paraître chez ce même éditeur Les Veilleurs en 2009, Défaite des maîtres et possesseurs en 2016 et Cora dans la spirale en 2019. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio. Mi respiración como entra prisa le tibio y no puedo callar la razón como el caracol me voy. Bim 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 bim. Sigo buscando algo en lo que creer. Si lo buscas no lo ves. Si lo encuentro ya se fue.
Bim, bim, Sigo intentando eso de buscar sin esperar encontrar.